Tendance première. On va vous parler aujourd'hui alimentation et écologie parce que ce sont deux tendances dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Essayez à la fois de faire attention à notre alimentation mais aussi à notre impact sur l'environnement. Et quand on essaye de faire attention à ce que notre alimentation n'ait pas trop d'impact sur notre environnement, ça devient parfois un peu compliqué pour les gens que nous sommes et les consommateurs que nous sommes plus particulièrement. On va donc essayer de vous donner quelques bons conseils. Alors pour les conseils alimentation et santé, c'est Myriam Camou qui nous a rejoint. Bonjour Myriam. Bonjour Véronique. Ça fait longtemps, j'ai l'impression. Mais oui, ça fait longtemps. Je suis contente d'être là. Mais moi aussi. Vous êtes coach, je le rappelle, en nutrition certifiée en nutrithérapie. Vous proposez des coachings nutrition personnalisés et en entreprise avec des workshops et autres. On y reviendra d'ailleurs parce que vous en avez créé spécialement justement sur cette question alimentation et écologie. Tout à fait. Je vous propose avant de commencer une petite mise en bouche parce que on trouve aujourd'hui beaucoup de vidéos qui nous parlent justement de cette alimentation et de son impact sur la planète. Et je vous propose un extrait d'un reportage, d'une capsule réalisée et que vous pouvez retrouver sur le magazine Éco-Consomag. Pour réduire l'impact environnemental de son alimentation, oui, on peut juste, quand on achète des fruits et légumes, ne pas prendre de sachets plastiques tout simplement. Il faudrait manger tout simplement de tout, mais avec rationalité. Genre, il faut penser à soi, mais il faut penser aussi au monde qui nous entoure. Notre alimentation a un impact sur l'environnement. Consomag, aujourd'hui, vous donne des pistes si vous désirez réduire cet impact. Selon l'ADEME, notre modèle alimentaire peut générer autant d'émissions de gaz à effet de serre que le transport ou le logement pour un ménage. Il a donc également un impact sur le réchauffement de la planète. Émissions de gaz à effet de serre, pollution des sols et de l'air, consommation d'eau et d'énergie, l'alimentation a de nombreux impacts sur l'environnement. Quelques conseils pour les réduire. Tout d'abord, en faisant évoluer son régime alimentaire. Les produits d'origine végétale ont en général un impact environnemental plus faible que les produits d'origine animale. Ainsi, en réduisant votre consommation de viande et en favorisant des combinaisons de céréales et de protéines végétales, vous réduirez votre effet environnemental. Redécouvrons les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou encore les fèves. Leur profil nutritionnel est intéressant et elles permettent de réduire l'utilisation des engrais. Vous pouvez aussi mettre en place des réflexes à l'achat. Évitez les produits suremballés et n'hésitez pas à acheter vos produits en vrac. Côté boisson, optez pour une gourde réutilisable. Ainsi, vous générerez moins de déchets. Une autre solution, évitez le gaspillage alimentaire. En France, c'est 29 kilos de nourriture par personne et par an qui sont jetés, dont 7 kilos encore emballés. Pour limiter le gaspillage alimentaire, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Faire des listes de courses pour bien anticiper vos besoins, ou encore regarder les dates limites de consommation peut s'avérer utile. Essayez de cuisiner la bonne quantité pour éviter les restes, ou bien conservez-les pour les cuisiner par la suite. La conservation des produits est aussi très importante. Organisez bien votre frigo et respectez les recommandations. Sur la chaîne Éco-Consomag, vous retrouverez l'entièreté de cette capsule qui a été réalisée, dans laquelle évidemment on va puiser quelques-uns des éléments pour revenir avec vous, Myriam Camou, sur ce qu'il faut faire. Alors je reprends le message d'une auditrice au 02 737 26 06. On fait de notre côté, dans notre foyer, ce qu'on appelle la part du colibri, mais faire tout d'un coup, tout changer, c'est difficile. Alors est-ce qu'il faut tout changer dans l'alimentation? Mais non, évidemment. On va essayer d'avoir des petits gestes qui vont être appliqués au quotidien et qui, in fine, feront la différence. D'accord. Alors, la part du colibri, comme le dit bien cette auditrice, voilà, c'est une légende que Pierre Rabhi a remis au goût du jour, qui nous explique que nous, en tant que consommateurs, en tant que consomme-acteurs, on a vraiment un pouvoir sur l'environnement en faisant des bons choix alimentaires, en choisissant comment notre assiette va être composée. Alors évidemment, comme on le disait dans ce reportage, on va diminuer notre consommation de produits animaux parce que effectivement l'empreinte écologique de la viande, du lait et autres est beaucoup plus importante que l'empreinte écologique de tous les aliments d'origine végétale. Oui. Mais il y a encore d'autres choses, il y a encore énormément d'autres choses à faire, comme essayer d'éviter de consommer des aliments industriels ultra transformés qui effectivement ont un coût énergétique énorme. À partir du moment où des aliments
aliments sont composés, recomposés, mis dans des barquettes en aluminium, dans une usine, qui sont transportés, qui sont emballés, suremballés, qu'en plus on en fait de la publicité, du marketing, qui nécessite aussi un coût énergétique, eh bien, voilà, on s'y retrouvera absolument pas. Donc, d'autant que la plupart des produits qui interviennent dans ces barquettes viennent de 3-4 usines différentes. Exactement, en plus. exactement. Donc, ça se rajoute, quoi. Tout à fait. Alors l'idée, outre le fait de consommer moins de produits d'origine animale, c'est de retourner en cuisine et de transformer soi-même des produits bruts, de préférence bio, locaux, de saison. On va les transformer soi-même, on va retourner en cuisine pour diminuer son impact écologique de par son assiette. On peut évidemment également... consommer, essayer de gaspiller moins, en faisant, comme il le disait, une liste de courses en conservant mieux ses aliments. Il faut savoir qu'un occidental moyen va jusqu'à gaspiller 100 kilos de nourriture par an. Ah ouais. Ce qui est énorme. C'est énorme. Trop de gaspillage, évidemment, qui ne va pas nous aider. Alors, du coup, on peut agir sur plusieurs choses. Oui. On peut agir sur l'aliment dans un premier temps et son emballage, parce que ça aussi, ça a évidemment un impact. Tout à fait. Quand on agit sur l'aliment, alors on va penser évidemment à sa production, son système de production pour réduire son impact sur l'environnement. Tout Mais à fait. Il ne faut pas faire ça au détriment de la santé non plus. Exactement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on mange pour sa santé, si on mange pour la planète, on mange pour sa santé et vice-versa. Ouais. Donc, en gros, lorsque vous allez manger moins de viande, plus de végétaux, vous allez optimiser votre santé. Pourquoi ? Premièrement, parce que vous allez consommer plus de fibres, plus de molécules antioxydantes, plus de vitamine C et moins de mauvaises graisses, les mauvaises graisses saturées d'origine animale. Du coup, vous allez optimiser votre santé également en mangeant plutôt bio. Parce qu'il faut savoir que lorsque des animaux sont élevés dans des élevages traditionnels, ils sont souvent pleins d'antibiotiques. Ouais. Et d'autre part, lorsque vous consommez des légumes non bio, ils sont pleins de pesticides, fongicides et autres. Ces antibiotiques, ces pesticides et ces fongicides agissent comme des antibiotiques sur notre microbiote intestinal. Donc du coup, on va perturber son organisme, on va perturber sa flore intestinale en ne consommant pas des aliments bio. Donc, première chose, plus de végétaux pour plus de micronutriments et de fibres. Deuxième chose, plus de bio pour ne pas perturber notre flore intestinale qui, je le rappelle encore une fois, est le siège de notre bonne santé physique et psychique. Et de notre bonne humeur aussi. Et de notre bonne humeur et de nos comportements. Donc voilà. Alors voilà, c'est vraiment ça la bonne nouvelle. En plus, lorsqu'on consomme des aliments emballés, suremballés et autres, il faut savoir que toutes ces substances, plastiques, aluminium, vont migrer dans l'alimentation. Et nous allons les ingérer. Ce qui m'amène à vous parler de l'eau, puisque évidemment l'idée est aussi de réduire sa consommation de plastique et donc sa consommation de bouteilles d'eau en plastique. Ce que je propose, c'est, et on a la chance de pouvoir le faire en Belgique, ce qui n'est pas le cas en France d'après mes informations, de pouvoir acheter de l'eau minérale en bouteille en verre. Oui. Directement dans les supermarchés, dans les magasins bio. Ces bouteilles en verre qui sont consignables et qui font en sorte qu'on consomme une eau qui n'est pas, dans laquelle n'ont pas migré des molécules de plastique. Mais aussi, il existe d'autres systèmes très intéressants qui sont des systèmes de filtrage d'eau, des filtres personnels, enfin on va dire par famille, qui permettent à partir de l'eau du robinet d'avoir une eau qui ressort parfaitement purifiée, où il n'y a plus aucun résidu, que ce soit de chlore ou même des résidus de médicaments et autres, qui peuvent encore rester dans l'eau courante. Donc oui, on élimine carrément la bouteille du coup à la maison et on consomme l'eau du robinet de manière, en tout cas peut-être plus saine. Alors c'est un grand débat sur l'eau du robinet. Oui. Alors l'eau du robinet, à partir du moment où on la filtre avec un système qui est vraiment fiable, on peut vraiment consommer une eau, et les études l'ont montré, parfaitement purifié, on va dire. Oui. Alors, petite réaction de Daniel qui nous dit « Je reviens sur le manger local et prends un exemple qui m'irrite. Voulant exclure les asperges vertes du Pérou, je voulais me procurer celles produites en Hainaut, mais impossible de se procurer en région bruxelloise. On m'a dit que la production était insuffisante et qu'elles étaient en priorité réservées aux restaurateurs. »
mais oui, mais alors c'est vrai, parce que c'est un des éléments sur lesquels on va revenir et insister. Manger local réduit effectivement notre impact sur l'environnement, Oui. mais il y a des locales où ça va pas, quoi. Tu voyais, il y a un moment donné, on se dit, je veux bien manger local, mais il n'y a pas local chez moi. Oui, tout à fait. Ça, c'est un grand problème, peut-être encore plus important dans les pays du Sud. Ah ouais. Que les productions sont souvent dédiées en fait à être exportées vers les pays occidentaux et que les personnes localement n'y ont pas accès. oui. Donc voilà, par exemple, lorsqu'on déforeste des kilomètres et des kilomètres carrés pour planter du soja, il faut savoir que ce soja va être exporté en Europe pour l'aliment, pour alimenter les animaux, et que ce soja n'est pas destiné à la consommation humaine et encore moins à la consommation humaine locale, ce qui est quand même dramatique. À peine 6% du soja produit dans le monde est destiné à la consommation humaine. Ah oui, c'est bon le soja, ça. Écoutez, le soja, déjà il faut le choisir bio et sans OGM, clairement. Ensuite, le soja, il est controversé pour plusieurs raisons, mais à titre personnel, je pense que son intérêt premier, c'est que ce sont des protéines complètes, de même qualité que les protéines animales, raison pour laquelle les végétariens, les véganes en consomment énormément. Tous les acides aminés essentiels s'y retrouvent, et donc c'est, en ce qui me concerne, enfin, à mon sens, un bon aliment, évidemment. Abuser de rien, il faut abuser de rien. Mais on n'en produit pas localement. On en produit... Est-ce qu'on en produit localement ? Je ne sais pas. On va poser la question à nos auditeurs. Si quelqu'un sait s'il y a une production locale de soja à destination d'une alimentation et qu'en plus, si cette production est bio, c'est encore mieux, qu'il nous le fasse savoir. On en produit certainement en Europe. Maintenant, pour la Belgique, je pense qu'on en produit, mais ça reste une production, on va dire, limitée. Et certainement pour la consommation humaine et non pour la consommation des animaux. C'est ça. On va revenir sur quelques éléments, bien entendu. On reprendra aussi vos questions, si vous le désirez, ou vos témoignages. Vous avez changé des choses dans votre alimentation pour avoir un impact, justement, sur l'environnement. Eh bien, n'hésitez pas à nous expliquer ce que vous avez changé, ce qui a été modifié, si ça a été facile de le faire, si vous avez rencontré des obstacles, comme Daniel qui voudrait bien, mais ne peut point, ou si vous avez réussi, justement, à trouver des solutions, même à ces obstacles. Eh bien, le 02 737 26 06 est à votre disposition. 10h, 11h30. Véronique Tiberghien sur la première. Message reçu par SMS. 1000 litres d'eau pour un steak de 150 grammes de bœuf. Ce ne sont plus des chiffres, c'est carrément de la propagande. C'est tout simplement un mensonge. C'est un chiffre qui correspond à l'élevage au Brésil et aux USA. En Wallonie, le ministère de l'Agriculture a fait réaliser une étude par Jean Blou. On tourne autour de 250 litres, à breuvage compris. Renseignez-vous avant de répandre de tels mensonges. Qui plus est, pour cultiver le soja dont vous semblez prôner l'usage, il faut vaporiser de l'ammoniac sur le sol. Alors, on n'a pas prôné l'usage de l'ammoniac dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, si vous vous référez à un article qui est paru sur le site de la rtbf.be, d'autres articles parus dans Radio-Canada qui ont fait les études en la matière. Alors, vous avez raison, il faut moins d'eau si vous ne tenez compte que de ce que consomme l'animal. Si vous tenez compte de ce qu'il consomme en matière alimentaire et pas uniquement en eau, eh bien, vous avez ce calcul-ci. 24 000 litres d'eau qu'un animal boira en 3 ans, plus 7 000 litres d'eau utilisée pour la ferme et l'abattoir, et 3 millions de litres d'eau qui se cachent derrière les 8 500 kilos de grains et de fourrage qu'il mangera durant toute sa vie. Quand on tient compte de l'empreinte carbone de quelque chose, il faut tenir compte de l'ensemble des éléments qui viennent alimenter ou en tout cas entre en un moment ou un autre dans la production de ces 150 grammes de viande. Tout le monde en arrive en même chiffre, alors pas pour 150 grammes, mais pour 1 kilo de viande, on estime, et beaucoup semblent d'accord, alors peut-être qu'il y a d'autres chiffres qui existent encore, mais que c'est 15 000 litres d'eau qu'il faut pour produire 1 kilo de viande aujourd'hui. On peut évidemment réduire cet impact en ne faisant pas effectivement venir la viande de pays étrangers, en consommant plus local. Éventuellement, si on a la chance d'avoir une ferme à côté de chez soi qui produit son bœuf avec de l'alimentation bio, contrôlée, et qu'on peut aller le chercher directement chez le fermier, on réduit de milliers de litres, évidemment, cet impact, mais on n'a pas tous cette possibilité-là, et donc c'est une moyenne. Alors je suis désolée si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Moi, je reprends des chiffres que j'ai effectivement été
vérifiés sur différents sites, et pas des sites de propagande non plus, mais des sites d'information souvent les plus neutres, et les calculs reviennent à peu près à la même chose. Mais il faut tenir compte de l'ensemble des choses. Alors maintenant, si vous tenez compte juste de ce que l'animal boit, oui, effectivement, c'est pas énorme. Alors, effectivement, on a l'eau que nécessite la production, mais il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Il faut savoir que les paies, les paies des vaches émettent du méthane, qui est un gaz hautement polluant. Et il faut aussi savoir que pour nourrir ces bêtes, il faut déforester, on altère la biodiversité en fait. Donc on déforeste. Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Qu'est-ce qui se passe au Brésil depuis des années et ce qui s'est accéléré récemment? C'est la déforestation dans l'objectif de planter du soja, dans l'objectif de nourrir ces animaux. Donc il n'y a pas que l'eau nécessaire, il y a aussi l'impact global, toutes ces émissions de gaz à effet de serre, ce méthane, cette altération de la biodiversité pour produire de l'alimentation pour les animaux. Et pour aller plus loin, il y a aussi les conditions désastreuses d'élevage intensif qui ne respectent pas la vie, en fait, tout simplement. Alors, la part de viande qui vient du Brésil consommée en Belgique est quand même relativement faible aujourd'hui parce qu'il y a quand même une promotion et une très jolie production de viande chez nous, malgré tout. Mais ça arrive encore dans des circuits, notamment de produits transformés, qui sont souvent de moins bonne qualité. Là, vous retrouvez finalement des viandes qui ne viennent pas forcément effectivement de chez nous. Mais ce qui se passe là-bas, à un moment donné, a une répercussion globale, et donc on ne peut pas le sous-estimer. Cela dit, alors... Moi, j'ai pas forcément envie de manger... Enfin, je mange moins de viande. Ça, j'ai réduit la consommation de viande, mais j'ai pas forcément envie de m'en passer. Par contre, d'autres n'hésitent pas à passer le pas et à entamer un régime plus végétarien. Tout à fait. Alors, on peut se lancer sans problème, mais quand même faire attention et pas tout changer. Enfin, il faut que ça soit un peu progressif et accompagné quand même. Voilà, tout à fait. C'est notamment ce que je propose lors du workshop qui s'intitule Alimentation écologie, où je donne aux personnes qui suivent ce workshop différents conseils afin de couvrir tous leurs besoins en micronutriments en étant flexitarien, végétarien, vegan ou autre. Alors la première chose qu'il faut savoir et qu'il faut bien garder en tête, c'est que même les omnivores peuvent être ultra carencés en micronutriments. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où notre intestin, notre écosystème intestinal n'est pas sain, on va beaucoup moins bien assimiler les micronutriments. Donc, ça, c'est la première chose à faire, savoir qu'on peut tous être carencés, quel que soit notre régime alimentaire. À partir du moment où notre écosystème intestinal n'est pas en bon état, on ne va pas assimiler les nutriments et on peut se retrouver en déficit de fer ou autre. Ensuite, l'idée, c'est vraiment d'expliquer aux personnes qui commencent à consommer moins, voire plus du tout de viande, voire plus du tout de produits animaux, qu'il faut prendre quelques précautions pour éviter d'être en déficit en micronutriments. Et ces précautions sont d'ordre alimentaire et aussi d'ordre de la supplémentation, donc de la complémentation. Alors, au niveau alimentaire, quels sont les micronutriments auxquels il faut faire attention ? La première chose, c'est le besoin en protéines. Alors, le besoin en protéines, il est difficilement non couvrable, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des protéines dans tout. Il y a des protéines dans les légumineuses, donc lentilles, haricots secs, pois chiches, dans un très grand nombre de féculents et de céréales, complètes et autres. Il y a des protéines dans tous les légumes verts, également dans les noix, noisettes et autres. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir un déficit en protéines. Maintenant, pour s'assurer que ces protéines soient complètes, c'est-à-dire qu'on ait tous les acides aminés essentiels nécessaires à refaire nos cellules, il y a des bonnes pratiques. Une des bonnes pratiques est de combiner lors d'une même journée les légumineuses avec les céréales, en consommant par exemple du riz avec des lentilles, pas forcément au cours du même repas, mais en tout cas au cours de la même journée, on va créer des protéines dites complètes, de même qualité que les protéines animales. Mais il faut savoir qu'il y a également des végétaux qui contiennent tous les acides aminés complets, comme le quinoa, le soja, le lupin et le chanvre. Voilà. Le lupin. Oui, vous voyez ce que c'est ? Ce sont ces graines jaunes cuites qu'on mange à l'apéro en Espagne. Vous voyez de quoi il s'agit ? On en fait de la farine maintenant et énormément de gens le consomment. Je ne connaissais pas. Je découvre. Très bien. Donc voilà, donc ça c'est pour le besoin en protéines. Ensuite, pour couvrir son besoin en fer, l'idée est de consommer des végétaux riches en fer, comme les lentilles, les épinards et autres, et de les accompagner avec un aliment riche en vitamine C.
Si on consomme des lentilles avec du jus de citron, par exemple, ou si on consomme des épinards, une salade d'épinards frais avec un poivron cru, par exemple, qui est très riche en vitamine C, on va booster l'assimilation du fer végétal. Et surtout, après le repas, dans les 2 heures qui suivent le repas, ne pas consommer de caféine, de thé ou de café. Ah bon ? Oui, parce que la caféine empêche l'assimilation du fer. Donc, pour booster l'assimilation du fer végétal et aussi animal, on consomme de la vitamine C et on évite la caféine proche du repas. Malheureusement, beaucoup de gens, évidemment... Oui, on prend un café le matin au petit-déj, on en prend après le repas. Voilà, essayez d'éviter juste après le repas, prendre plutôt une tisane ou un déca. Et décaler si on veut vraiment boire son café malgré tout. Voilà, alors ça c'est pour les protéines et le fer. Ensuite, il faut faire attention à son apport en zinc, en oméga 3, en iode, mais aussi en vitamine B12. Alors la vitamine B12, qui est une vitamine d'origine bactérienne, est uniquement présente dans les produits animaux. Donc à partir du moment où on n'en consomme pas ou plus, il est important de prendre une supplémentation en vitamine B12. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des végétariens ou des végétaliens savent, mais qu'il est très important de rappeler, parce qu'un déficit en vitamine B12 peut amener à des dysfonctionnements d'ordre cérébral et autres. Donc c'est vraiment très important d'y être attentif. Alors, beaucoup, pour essayer quand même de réduire leur impact sur l'environnement, de leur alimentation, ont changé, alors peut-être pas forcément les aliments, mais tout ce qu'il y a autour, les conditionnements, etc. Alors, on parlait de la gourde tout à l'heure, on a plusieurs personnes qui nous ont fait effectivement remarquer qu'ils utilisaient une gourde, mais d'autres personnes nous disent que pour les conditionnements, ils ont un petit peu laissé tomber le plastique et prennent des choses en verre, parce que c'est vrai qu'on trouve des choses en verre aujourd'hui qui sont plutôt sympas et qui conservent pas trop mal, je pense. Oui, tout à fait. Et on a des personnes qui disent que c'est quand même très compliqué aujourd'hui de changer complètement et de vouloir essayer de faire bien, alors qu'il faut être attentif à tellement de choses que ça devient très compliqué pour les gens. Alors, on peut changer des petites touches aussi, c'est pas forcément... écoutez, oui, tout à fait. Déjà, aller dans des magasins qui proposent du vrac. À partir du moment où on va dans un magasin bio en vrac, on apporte ses propres contenants. Oui. Et là, on se rend vraiment compte de l'impact que la consommation en vrac peut avoir sur l'environnement. Je vous donne un exemple personnel. J'achète mon huile d'olive. J'achète énormément en vrac. La plupart de ce que j'achète au niveau alimentaire est en vrac. Et l'exemple de l'huile d'olive est très parlant. À chaque fois que je veux acheter de l'huile d'olive, je repars au magasin bio vrac avec ma bouteille vide et je la remplis. Donc en un an, je ne vous dis pas combien de bouteilles en verre jetables j'ai économisé. C'est ça. Voilà. Oui. Alors pareil, pour tout ce qui est aliments secs, on va venir avec des bocaux, avec des boîtes de conservation qu'on va peser au magasin bio en vrac. On va faire la tare, on va mettre une petite étiquette avec le poids et ensuite on va le remplir et le poids du contenant va être déduit à la caisse. Et donc du coup, de cette manière, non seulement on a déjà notre riz, nos lentilles et autres, nos céréales dans des contenants qu'on peut déjà ranger à la maison, dans sa cuisine, mais en plus, on a évité un grand nombre d'emballages. Ah, mais c'est ça, donc c'est comme ça que ça fonctionne les magasins. Oui. Je suis désolée, je vais dans des magasins en vrac parfois, mais c'est pour ça que j'ai jamais mes trucs. Voilà, j'ai c'est pour ça que je l'explique, parce que les gens se disent toujours « Oh là là, mais moi si je prends mon bocal en verre, ça va me coûter plus cher, ce bocal il pèse bien 300 grammes. » Eh bien... Donc c'est prévu sur la balance, on met le bocal sur la balance. Tout à fait. Il y a une étiquette avec la tare. Exactement. Et puis après on peut... Et après on remplit. Et à la caisse, on déduit le poids du contenant. Ah oui. Donc comme ça, voilà, c'est zéro déchet et zéro... C'est bête, c'est des petites choses qui parfois nous freinent à avoir des bons gestes, des choses comme ça. On peut aussi, bêtement, et c'est vrai que j'aurais dû le faire, poser la question au responsable du magasin et lui demander comment on fait. J'aurais pu le faire aussi. On va revenir évidemment après les informations de 11h sur l'ensemble de ces éléments, sur beaucoup de témoignages aussi qui nous arrivent et parler évidemment aussi des bonnes solutions, des petites choses à faire aussi dans l'organisation pour éviter le gaspillage. Exactement. On en a déjà parlé aussi un petit peu, et sur les bons aliments ou les super aliments qu'on a chez nous et dans la production locale qui peuvent jouer un rôle et venir nous aider aussi. 10h, 11h30. Tendance première. Véronique Tiberghien. Alors, dans les autres témoignages qu'on a reçus, parce qu'il n'y a pas que ça quand même, on a aussi Olivier qui nous dit « Je n'ai aucune conscience écologique, mais je déteste le gaspillage. Je ne gaspille même pas 1 gramme. Ensuite, je sais cuisiner. Je n'achète pas des plats tout faits. Mais il y a des limites. Je n'ai pas les moyens de fréquenter des fermes et des commerces bio. » Et vous êtes très nombreux à nous dire que le bio, ça reste
beaucoup trop cher et que du coup, c'est pas accessible à une grande partie de la population. Et je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas le portefeuille et pas de voiture pour m'y rendre, nous dit Olivier. À mon niveau, j'estime faire des efforts, mais il suffit de comparer la clientèle des grandes surfaces et celle de ces commerces. Ce ne sont pas les mêmes classes sociales. Il y a clairement une question sociale incontournable et pas seulement une question d'éducation. Oui, Olivier, vous êtes tout à fait d'accord. Il y a encore un énorme chemin et le fossé continue de se creuser. Je comprends pas pourquoi on fait pas plus de choses. Enfin bon, c'est pas mon domaine. Et je vais arrêter de râler parce qu'on va se dire qu'elle est après aujourd'hui, Véronique. Oui, on a du peu grave. Alors, on n'a pas tous la possibilité d'avoir du bio. Faire comme Olivier, faire le moins d'achats transformés possible, faire le plus possible avec les aliments qu'on trouve, etc. Déjà énorme. C'est déjà énorme. Éviter le gaspillage, faire les bons grammages, enfin faire les bonnes quantités. Tout à fait. Pour éviter de devoir jeter après. Voilà, ça c'est déjà des pistes qui sont quand même relativement importantes. Exactement. On peut vraiment parler d'organisation. Voilà, c'est aussi quelque chose que je mets très en avant lors de ma pratique professionnelle. C'est-à-dire que si on part faire les courses avec une liste, qu'on a vraiment une idée de ce qu'on va préparer, on achète les bonnes quantités. L'intérêt d'acheter en vrac, c'est qu'on achète exactement ce dont on a besoin. On n'est pas obligé d'acheter le paquet de XXL. Et donc, on fait une bonne liste de courses et on cuisine vraiment exactement pour ce dont on a besoin pour la semaine. Alors, n'oublions pas que nous sommes équipés d'un frigo, d'un congélateur qui nous permettent de conserver et que si on maîtrise bien la conservation des aliments, on va prolonger leur durée de vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un aliment où on maîtrise l'oxydation de l'aliment en le stockant dans une boîte de conservation hermétique, à partir du moment où on maîtrise le taux d'humidité qu'il y a dans cette boîte de conservation hermétique, par exemple, en mettant un essuie-tout en dessous de la salade qui est lavée et essorée, on va prolonger la durée de vie des aliments, clairement. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises afin d'éviter le gaspillage à plus grande échelle. Et je voudrais particulièrement tirer mon chapeau à une association qui s'appelle CollectMet, qui récolte tous les fruits et légumes invendus du marché d'Anderlecht et qui les redistribue aux personnes qui en ont besoin. Ils ont énormément besoin de bénévoles et il y a aussi énormément ils ont besoin de bénévoles, CollectMet, et il y a aussi énormément de personnes qui bénéficient. Ils mettent quelques petits mots sur les réseaux sociaux et les gens peuvent venir se servir et peuvent venir gratuitement prendre tous ces fruits et légumes qui ont été invendus lors du marché à Anderlecht. Et donc, je trouve ça vraiment génial parce qu'il n'y a plus de gaspillage et en plus, c'est redistribué vers les personnes qui en ont vraiment besoin. Il y a beaucoup d'associations qui existent en la matière, d'ailleurs en Wallonie aussi, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Association, lutte, gaspillage alimentaire, et je suis sûre que vous allez trouver quelque chose près de chez vous. On a un message d'un fils agriculteur qui nous dit « J'ai fait un essai de culture de soja, semence certifiée non OGM. Malgré beaucoup de problèmes, j'ai réussi à sortir quelques kilos sur une petite surface. Malheureusement, les technologies pour cette culture sont difficiles d'accès en Belgique pour les agriculteurs. J'y travaille et j'espère pouvoir développer cette culture. Je suis actuellement à la recherche de débouchés pour connaître également les critères de qualité de l'industrie agroalimentaire, généralement très exigeants. » Alors, malheureusement, le message n'est pas signé, donc sinon on aurait cité. Et si vous voulez aider cette personne, on peut quand même vous mettre éventuellement ou essayer de vous mettre en contact. Et puis Guillaume Kermans, qui est sur la balle, m'a envoyé un article du soir qui date du printemps de cette année, où on annonçait qu'effectivement des agriculteurs belges commençaient à exploiter la filière du soja alimentaire chez nous. Donc, c'est intéressant à pour la savoir. consommation dans la filière. Alors, j'espère bio. J'ai pas lu tout l'article. Je suis désolée, j'ai pas forcément le temps dans l'émission, mais je ne sais pas si c'est bio ou pas, mais en tout cas, ça existe et c'est une tendance qui devrait se développer dans les années à venir. Alors, par rapport au magasin que je disais, pour ce qui est des sacs réutilisables, le préposé scanne le code barre du sac en pesant les produits et ça décompte la tare du total pesé. La grande surface dont je parlais. D'accord. Yes, ils ont trouvé le... Merci beaucoup, oui, c'est sûr qu'il faut encourager les personnes, évidemment. Mais alors, il faut avoir le sac de la marque du magasin. Pas forcément. Écoutez, franchement, généralement, ces sacs sont très très fins et pèsent très peu. Donc, voilà, on y arrivera. Dernier petit conseil, enfin dernier non, on a encore 3 minutes de conseils éventuellement à donner. Oui.
Myriam. Oui, écoutez, moi, la chose sur laquelle je voulais revenir, c'est vraiment que le pouvoir est entre nos mains, puisque on va faire évoluer l'offre alimentaire grâce à notre demande. Comme le disait Coluche, cette petite phrase que je lis et que j'entends souvent, il suffirait, attendez, il faut que je me rappelle, il suffirait qu'on n'achète plus pour que ça ne se vende plus. Voilà. Ah oui. Exactement. Donc, en gros, il suffirait de ne plus acheter des produits ultra transformés, des produits délétères pour l'environnement et pour notre santé, pour que les industriels ne les produisent plus. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, réaliser le pouvoir que nous avons en tant que colibri de la nutrition positive, disons, en tant que petite personne qui peut faire sa part du travail. Rendons-nous compte vraiment du pouvoir que nous avons en tant que consommateurs, en tant que consommateurs. Et ne sous-estimons pas cela. Tous ces petits gestes répétés semaine après semaine, mois après mois, année après année, feront vraiment la différence. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos messages. Vous êtes nombreux à avoir témoigné, d'essayer en tout cas de changer, mais aussi de toutes les difficultés que vous rencontrez encore au jour le jour pour pouvoir le faire. Et effectivement, ça reste très complexe, probablement même trop complexe pour certains. Donc il y a du boulot à faire, peut-être parfois à des niveaux bien supérieurs aux nôtres. Retourner au bon sens. Le bon sens voudrait vraiment que nous consommions des aliments au plus près de ceux que la nature nous propose. Ouais. Donc en ce moment, c'est les choux, les brocolis. Oui, tous les légumes racines d'hiver. Ça me fait penser aux navarins de légumes racines dont on avait parlé dans une autre émission. J'ai écouté. J'en ai toujours envie. J'ai toujours pas mangé, j'en ai toujours envie. Mais voilà, c'est vrai, des légumes racines. Voilà, les légumes racines, etc. Et voilà. Et ensuite, il y a évidemment ce qu'on peut consommer toute l'année, qui nous vient, le riz de Camargue, les lentilles, le quinoa belge. Qui poussent à quelques kilomètres d'ici. Plus pour ceux qui ont fait un peu de fermentation, des produits qu'ils ont pu récupérer des Exactement, et de l'été. Tout à fait. Donc il suffit de blanchir ces légumes et de les congeler, ou justement de les lacto-fermenter pour pouvoir prolonger la conservation et pouvoir manger tout de même des tomates, par exemple, qui ont été conservées de cette manière en hiver. Alors, des vraies tomates bio qu'on a Des vraies tomates bio, qu'on a conservées qui date de la saison dernière. Parce que il y a une étude qui montre aussi que même si les gens disent vouloir manger de saison, il y a encore énormément de personnes qui ne résistent pas à l'appel de la tomate en hiver. Et donc, on montre bien le fossé qu'il y a entre les bonnes intentions, parfois, et la concrétisation des actions. Moi, je n'entends pas la tomate. J'entends pas parler. Je voudrais signaler que vous proposez un workshop intitulé Alimentation écologie, justement. Ça se passera le 13 février. Vous avez le temps quand même d'aller vous consulter. Le 13 février de 19h à 22h, ça sera au Millefeuille à Bruxelles. Et que vous donnez aussi ce workshop en entreprise. Tout à fait. Pour avoir plus d'informations, c'est greencoachnutrition.com. greencoachnutrition.com. Et on se revoit bientôt, Myriam Camou, parce qu'on parlera aussi du poids de forme, ce fameux poids de forme. Voilà. Quelle bête idée. On en reparlera début janvier après les fêtes. Ah bah oui, ce sera de bon augure. Exactement. Merci beaucoup, Véronique. Myriam, belle Merci, journée à bientôt. vous.